Stein, A Love Story de Janet Wintersohn était, en 2019, l'un des derniers romans qui s'inscrit dans le sillage que je qualifierais dans un premier temps de transfictionnel du roman de Mary Shelley. Il met en scène d'une part l'autrice Mary Shelley entre 1816 et le célèbre séjour à Lake Geneva, soit la période historique où elle écrit le roman, et l'asile de Bedlam en 1818 où échoue Victor Frankenstein après qu'il a été ramené du pôle par Walton. En ne considérant que ce plan temporel, car comme souvent Wintersohn en introduit plusieurs, vous comprenez d'emblée les jeux de glissement entre réalité et fiction auxquels Wintersohn va se livrer. Elle propose un roman dans lequel l'autrice Mary Shelley rencontre le personnage qu'elle a créé et lui demande comment il est sorti des pages d'un livre. Par ailleurs, le roman introduit un second pan temporel, un autre monde fictionnel, qui n'est pas précisément situé chronologiquement, mais que l'on peut relier à un futur proche. Les androïdes y sont une réalité, mais les références à Trump et à Bolsonaro ne nous projettent pas trop loin dans un futur, je cite, post-Brexit. Wintersohn y met en scène Victor Stein, un personnage de savant fou spécialiste de l'IA, et le Dr. Roy Shelley, qui est transsexuel. Contrairement à Stein, pour qui ne vaut que l'esprit, Roy Shelley est ancré dans la sphère de la corporéité et elle représente aussi la créature. Sa triple fonction le démontre assez bien, donc là je parle de Roy Shelley, et elle fournit à Victor Stein des morceaux de cadavres, body parts, pour ses expériences, et elle se présente aussi comme un scientifique missionné par The Wellcome Trust pour étudier, je cite, la façon dont les robots affecteront notre santé physique et mentale. Et point central dans ce roman, ce personnage se définit comme un hybride transsexuel, de sorte que la question du dépassement des binarismes, centrale dans le roman et plus généralement chez Wintersohn, est intrinsèquement liée à Roy Shelley, qui déclare, je cite, « I am what I am, but what I am is not one thing, not one gender. I live with doubleness. » C'est pour moi le personnage le plus intéressant du roman. Ryan Mary Shelley devient Roy Shelley et elle est directement liée à l'autrice. Janet Wintersohn nous propose une réflexion sur la circulation des récits et des personnages et sur la porosité entre sphère de l'octorialité et de la diégèse, avec la question récurrente de la nature de la réalité. Il s'agit là d'un leitmotiv de l'œuvre de l'autrice et par certains aspects, Frankenstein est très proche de The Stone Gods en particulier. On retrouve ainsi la rhétorique qui oppose fiction et réalité et la centralité du récit avec une phrase très récurrente dans le roman et dans d'autres de Wintersohn, « This is a story ». Autre point commun avec The Stone Gods, le dualisme cartésien, l'opposition corps-esprit. On croise dans Frankenstein des figures de corps artificiels, des corps synthétiques non organiques, dont l'exemple récurrent sont les androïdes sexuels, présenté dans le second chapitre qui se déroule dans un salon intitulé The Global Tech and Robotics. Plus généralement, on observe une réduction du corps à de l'organique périssable. Le corps n'est que pièce détachée, à l'image des mains coupées, animées par des nanobots que Victor Stein étudie, ou des garçons robots sexuels, boybots, que Ron Lords veut proposer au Vatican. Par opposition à l'esprit, à sa conservation et à des formes de vie qui ne sont pas biologiques, donc l'IA. C'est Victor Stein qui est le porte-parole de cette suprématie de l'esprit. Partisan du transhumanisme, revendiqué, il considère le corps comme une prison et une contrainte. Je cite, « The real question, though, is that however we enhance our biology, we are still inside a body. To be free from the body completes the human dream. » Et je vous demanderai de vous souvenir de The Human Dream, qui va revenir aussi comme un leitmotiv plus tard dans le roman. Wintersohn fait aussi de son récit une histoire d'amour qui lui permet d'esquisser la possibilité d'un rapport au corps autre, parce qu'inscrit dans la dynamique du changement d'identité sexuelle. Véritable chambre d'écho du roman de 1818, ce nouveau roman de Wintersohn est littéralement trans, au sens où il nous donne à embrasser deux périodes temporelles, une mise en regard du dualisme cartésien au XIXe et à l'ère de l'IA, mais il est aussi trans parce qu'il fait se rencontrer une autrice et sa créature,
et qu'il propose des variations sur les instances narratives et fictionnelles. Victor Stein, le savant quasi éponyme du personnage du roman Frankenstein, un médecin transsexuel quasi éponyme de l'autrice Ray Shelley. Construit et pensé selon la notion de fragment, il se constitue en mosaïque, surtout au fur et à mesure qu'on approche du centre du roman, dont le ciment de cohésion mobilise un acte de lecture ouvert et hybride, mais fermement ancré dans le palimpseste de la culture occidentale, la culture populaire en particulier, qui a sédimenté le mythe depuis ce célèbre soir de novembre où Victor voit l'œil de la créature s'ouvrir, jusqu'à l'image iconique que la pop culture en a construit, et là je cite le roman « The man with the bolts in his neck », une tête coupée du corps. Donc dans une première partie, je voudrais parler de parallaxe et de chambre d'écho. Je commence par le feuilletage temporel proposé et les échos que Winterson construit entre 1816 et son futur proche, donc entre les deux sphères diégétiques. De nombreux passages du roman permettent d'inscrire ces deux périodes en regard l'une de l'autre. La révolution industrielle et ses conséquences socio-économiques sont évoquées dans les débats politiques entre les Shelley et Byron au sujet des Luddites et du remplacement des humains par des machines, auxquels font écho les échanges sur le rôle des robots et l'impact de l'IA sur la société contemporaine. Dans les deux périodes, les personnages évoquent l'opposition entre corps et esprit. Mais Winterson ne se contente pas de créer des échos entre deux épistémés, puisque deux angles d'observation sont proposés aux réceptoristes. D'où un effet qui relève plutôt de la parallaxe. On pourrait résumer le principe par une question. À quoi pourraient ressembler ces personnages bien réels, mais intimement associés à un épisode historique et littéraire fondateur, le célèbre séjour au bord du Lake Geneva, si elles vivaient à la période des IA et du transhumanisme? C'est bien lors de ce séjour que sera lancé le célèbre défi, qui est bien entendu repris dans le roman, lorsque Byron lance « Yes, I have an idea. If we are to be kept here like archivists, let us each record a story of the supernatural. » On a donc a priori deux espaces-temps bien distincts, le tout début du 19e avec le séjour des Shelley en Italie en compagnie de Polidori, de Lord Byron et de sa maîtresse Claire Clairmont, demi-sœur de Mary. Ce premier cadre est historique, mais fictionnalisé par Winterson, et je pense que ça c'est important. On y suit le processus de création du roman de Mary et les poètes romantiques. Byron est omniprésent et sert une opposition systématique entre le féminisme de Mary Shelley et les stéréotypes phallocentrés de l'époque. Je vous donne quelques exemples. The male principle is readier and more active than the female principle, ou encore The life spark is male. La façon dont il traite une Claire Clairmont, par ailleurs présentée comme la quintessence de la bêtise, le pose en mâle dominant et misogyne. Ensuite, on a des chapitres contemporains, ou presque, des lectorices, où l'on retrouve des personnages qui créent cet effet de parallaxe, comme si l'on nous demandait de changer de position dans l'espace et le temps, pour observer la même boîte de pétri, mais transposée dans un univers transfictionnel. Les personnages contemporains renvoient en effet aux Usual Suspects de 1816, mais la frontière entre fiction et réalité a alors été gommée, et l'on verra que c'est l'un des leitmotifs du roman. On découvre Victor Stein, cette figure du savant fou, spécialiste de l'IA, qui développe des idées clairement transhumanistes, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce premier personnage renvoie donc au personnage créé par Mary Shelley et non au poète romantique. On a ensuite Ray Shelley, médecin légiste et transsexuel, se définissant comme hybride. Ce second personnage renvoie à la fois à l'autrice Mary Shelley et à sa créature, du fait de son statut hybride, qu'il a réduit à un monstre, freak, et le terme est utilisé dans le roman, aux yeux par exemple d'un Ron Lord et de bien d'autres. Ce troisième personnage, Ron Lord, est une caricature contemporaine de Lord Byron, qui est ainsi transposé en un industriel promoteur de robots sexuels et présenté comme un Trump bis. Deux femmes complètent le tableau, Claire, qui se décline donc dans la période contemporaine, qui se décline en deux entités, l'un des robots sexuels de Ron Lord, puis sa partenaire commerciale. La seconde est Polly D, journaliste, qui enquête sur les recherches de Victor Stein. Ce dernier l'intrigue car il n'a pas de passé, ni de généalogie, pas de carte d'identité,
comme le disait déjà Jean-Jacques Le Cercle. Bref, le conte y est, et comme il s'agit d'une histoire d'amour, le sous-titre du roman le spécifie d'ailleurs, le titre du roman se découpe en 3 mots, Fran, Kiss, Stein. L'histoire d'amour est déclinée aux 2 époques, celle de Percy Bysshe et Mary Shelley, celle de Ray Shelley et Victor Stein, à ceci près que si le couple Shelley est ancré dans une période et un épisode historique fictionnalisé, les parties du roman qui se passent dans un futur proche mettent eux en scène un personnage qui renvoie à une autrice bien réelle, Ray Shelley pour Mary Shelley, et un personnage transfictionnel de celui que créa Mary Shelley, Victor Frankenstein, devenu Victor Stein, soit la sphère de la création opposée à celle de la créature, de sorte que la frontière entre fiction et réalité est bien d'emblée poreuse, comme le rappellent les phrases en italique qui déclinent un certain nombre d'aspects relatifs à la réalité, en tête de plusieurs des chapitres. Je vous donne quelques exemples. Reality is water soluble ou Reality bends in the heat. Parallaxe et chambre d'écho résument donc bien ce roman, mais ce qui est plus singulier est qu'aux 2 périodes, le roman met en scène la rencontre entre la figure de l'autrice et son personnage. Donc, ce qui m'amène à une deuxième partie sur création et émancipation. Comme Frankenstein, Frankenstein est un roman sur la naissance et la création qui exemplifie l'inévitable émancipation qui s'ensuit. On se souvient de l'importance de la construction du roman de Shelley avec cette structure centripète qui introduit d'abord les lettres de Walton à sa sœur pour ensuite nous livrer le récit de Victor Frankenstein, puis celui du monstre qui implore l'écoute de son créateur après la célèbre scène du sublime inversé au chapitre 20. Qu'en fait Winterson dans son roman et pouvons-nous parler de la création d'une transfiction ? Dans la première moitié du roman, nous suivons par des chapitres qui alternent entre les 2 périodes temporelles, à la fois la vie du groupe Shelley-Byron à Genève et celle de Ray Shelley dans sa relation avec Victor Stein. Le premier chapitre, Lake Geneva 1818, se conclut par la naissance du récit écrit par Mary Shelley. Donc je cite, c'est Mary Shelley qui parle dans ce chapitre. « On the morrow I announced that I had thought of a tale ». Le chapitre est par ailleurs placé sous le signe du rêve, des visions et d'une indécision sur la nature de ce qui est perçu par Mary Shelley et plus généralement par les humains. Ainsi, le champ sémantique de l'ombre, et là j'avoue que le hasard fait bien les choses pour me permettre de renvoyer à l'intitulé du colloque, revient dans cette entrée en récit avec une citation récurrente du sonnet 53 de Shakespeare « What is your substance? Whereof are you made? That millions of strange shadows on you tend. » L'ombre restera omniprésente tout au long du roman, ainsi que la citation, et se décline à plusieurs niveaux. Ombre du passé, ombre de personnes ayant existé, mais aussi ombre de personnages fictionnels, et au-delà, part d'ombre de l'être humain. Dès les chapitres qui se déroulent en Suisse, la créature semble échapper à sa créatrice. Mary Shelley a en effet d'abord la vision d'une créature. Là, je parle de la genèse du roman, telle qu'elle est représentée dans les premiers chapitres. Donc je cite la vision qu'elle a. « A figure, gigantic, rugged, moving swiftly on the rocks above me, climbing away from me, his back turned to me, and then the vision was gone. » Page 4 dans le roman. Elle ajoute alors qu'elle n'est pas certaine de ne pas avoir imaginé cette vision. Ensuite, à la fin de ce même premier chapitre, elle fait un rêve, mais l'hésitation entre rêve et réalité demeure, et ce rêve est à nouveau lié au vers de Shakespeare, « Strange shadows on you tend ». Le texte reprend alors quasi verbatim la description de Victor Frankenstein que fait Mary Shelley dans sa préface à la publication de son roman. Vous vous souvenez, dans la préface, elle raconte le rêve. « I saw the pale student of unhallowed arts kneeling beside the thing he had put together » et qui se termine par la célèbre scène abondamment commentée et reprise encore ce matin, célèbre scène du roman, donc du regard entre le créateur et la créature, abondamment commentée donc, et que Victor Sage qualifia de narcissisme inversé, où le savant contemple l'œil de sa créature. Je cite, « He opens his eyes, behold, the horrid thing stands at his bedside, opening his curtains and looking on him with yellow, watery, but speculative eyes. » Dans le roman de Winterson, c'est ensuite Mary Shelley qui ouvre les yeux, réveillée par ce cauchemar. « I opened mine in terror. » Ce regard de la créature sur le créateur établit une dynamique qui inverse la hiérarchie de la fiction
et prépare déjà la rencontre entre l'autrice et le personnage, donc la métalepse. Le roman de Winterson commence donc par le début, par la création d'un récit, et aussi par la préface, par la création d'un récit, mais aussi celle d'une créature en 1818. On a vu que l'on alternait ensuite avec une transfiction dans un futur proche où personnages et contexte font écho à la première sphère spatio-temporelle. Mais comme dans le Frankenstein de Shelley, ce qui compte est le cœur du roman, le centre du labyrinthe. Et comme toujours, le monstre n'est pas si simple à identifier. Dans les chapitres qui décrivent la vie du cercle Shelley-Byron, on découvre également les réflexions de Mary Shelley sur la progression de son roman, les discussions politiques autour des conséquences de la révolution industrielle, du remplacement de l'humain par des machines, puis le célèbre massacre de Peterloo qui se déroula en 1819 à Manchester. On comprend immédiatement le parallèle entre les deux époques, 1819-2019, avec le passage des machines industrielles aux robots et à l'IA. Mary Shelley s'interroge sur la définition de l'humain, la distinction entre humain et machine, et revient régulièrement à la nécessité d'un esprit qui anime le corps. Il s'agit d'interroger la nature de l'humain, ce qui le définit, ce qui le constitue, dès les premières discussions entre les Shelley et Byron, lorsqu'ils évoquent les homoncules, les automates, les machines et les créatures façonnées de la main de l'homme ou qui s'animent avec Pygmalion ou Hermione dans The Winter's Tale. Winterson met aussi en scène Mary Shelley citant Hobbes et ses remarques sur la vie artificielle de l'automate, et elle donne voix aux interrogations de Mary Shelley sur ses personnages et plus spécifiquement sur son monstre. Je cite donc Mary Shelley dans le chapitre, « And so it is that I have created my monster and his master. My story has being. I must continue it, for it cannot end without me. The monster claims no natural home. He is not human, yet the sum of all he has learned is from humankind. » Le parallèle entre la créature de Mary Shelley et l'IA apparaît également par la reprise de la scène où le monstre pose le regard sur son créateur. On voit alors s'opérer une adaptation contextuelle de cette scène où le rideau n'est plus ouvert pour révéler le regard du monstre, puisque le rideau devient un écran. Mais c'est bien toujours la créature qui pose un regard spéculatif sur ce qui existe au-delà de son monde, désormais numérique. Je cite, « But what will happen when a program that has self-developed, that has his own version of what we call consciousness, realizes, in the human sense of the verb to realize, exactly what, who is on the other side of the screen. » On pourrait donc penser que ce roman construit des mondes transfictionnels qui seraient reliés par une transtextualité, par exemple les citations de Frankenstein ou celles de la préface. Mais ce serait trop simple pour Winterson, puisque le premier monde, celui de 1816 Lake Geneva, n'est pas un monde fictionnel, mais bien une réalité historique que Winterson fictionnalise. Peut-il dès lors encore s'agir d'une transfiction ? Ce moment historique a cependant été déclencheur d'un mythe de la création. Création de récits fondateurs, The Vampire, pas oublier que Polidori l'écrit aussi à ce moment-là, Frankenstein, mais aussi création d'un roman sur la création et création d'une figure mythique qui va échapper à son créateur, Victor Frankenstein, mais aussi à sa créatrice, Mary Shelley. Une figure mythique, ou plutôt deux, celle du savant fou, mais ce n'est pas la priorité de Winterson dans ce roman, celle du monstre qui, lui, va devenir une icône, The Guy with the Bolt Through His Neck. Une icône qui s'illustre par une image, qui est aussi une tête coupée, celle que l'on connaît toutes et tous. Le second monde que propose Winterson est celui de Ray Shelley et Victor Stein, Ron Lord, Claire et Polidori, qui lui relève bien de la transfiction. Pourtant, tout comme le créateur et la créature sont intimement liés, et c'est Percy B. Shelley qui le rappelle, je cite ce qu'il dit dans l'un des chapitres, « There are two who live in each other, do they not? Frankenstein in the monster in Frankenstein. » Ces deux espaces-temps entrent en résonance par un trope typique de Winterson, la cyclicité temporelle que l'on avait déjà dans The Stone Gods, mais à laquelle s'ajoute la porosité entre réalité et fiction. Cette cyclicité est aussi temporelle et elle pointe l'éternel retour du même. Elle est formulée aux deux époques
par Percy Shelley en reprenant le dernier vers de son poème The Mask of Anarchy. Je cite, "We are many," he said, "many Shelleys, many Marys, many stand behind us tonight in spirit, and we shall do the same when we are done here. The body that must fail and fall is not the end of the human dream." Et je vous rappelle que je vous avais demandé de prêter attention à cette expression. Or, à l'instar de sa chevalière arborant un Ouroboros, seul vestige de lui à la fin du roman, Victor Stein reprend ce schème de la cyclicité. Je cite, "We come full circle", et déclare à Ray Shelley, et là on a sans doute une des citations les plus, un passage qui relève à mon avis d'une des dimensions les plus intéressantes du roman, sur laquelle j'aurais pu faire toute une communication. "Imagine us", donc c'est Victor Stein, le savant contemporain, qui parle à Ray Shelley. "Imagine us in another world, another time. Imagine us, I'm ambitious, you're beautiful, we marry. You're ambitious, I'm unstable. We live in a small town, I'm neglectful, you have an affair. I am a doctor, you're a writer. I'm a philosopher, you're a poet. I am your father, you run away. I am your mother, I die in childbirth. You invent me, I can't die. You die young. We read a book about ourselves and wonder if we have ever existed. You hold out your hand, I take it in mind. You say, this is the world in little. The tiny globe of you is my sphere. I am what you know. We were together once and always. We are inseparable. We can only live apart." Cette citation introduit un empan temporel encore plus large qui intègre en amont les parents de Mary Shelley. Vous avez repéré les allusions. Et on va d'ailleurs dans le roman voir aussi apparaître en aval Ada Lovelace, la fille de Byron. La structure du roman de Shelley est aussi connue pour contenir en son centre le récit de la créature, et l'autrice fictionnalisée Mary Shelley le rappelle. Je cite, "Yet, suppose my story has a life of its own. Our lives are ordered by the straight line of time, yet arrows fly in all directions. We move towards death, while things we have scarcely understood return and return. My story is circular. I am sure that the meaning, if there is one, lies in the center." Ce point nous amène donc au centre du roman de Winterson, où l'on observe une déstructuration de l'alternance entre les chapitres situés au XIXe et au XXIe, puisqu'on s'y retrouve à l'asile de Bedlam, où l'explorateur Walton ramène du pôle un dénommé Victor Frankenstein, qui déclare avoir créé un monstre et qui demande à rencontrer sa créatrice Mary Shelley. Mary va donc rencontrer son personnage en 1818 avant que ce dernier ne disparaisse sans sortir de sa cellule, ce qui nous donne au passage un mystère en chambre close. De même, à la fin des chapitres contemporains, Victor Stein disparaît des souterrains mancuniens abritant son laboratoire secret, après qu'il a tenté de ranimer la tête coupée de Jack Good. Au centre du roman de Winterson, nous sommes donc au cœur du labyrinthe où, comme il se doit, se terre le Minotaure. Ce monstre qui est le reflet du même, tout comme la créature est le double du créateur. What hides there is a beast in human form, wearing our own face. We are what we fear. Winterson inverse donc la structure de Mary Shelley avec son récit de la créature au centre, puisque le centre est introduit par Walton, qui, dans le roman de 1818, est le récit le plus excentrique, et il abrite désormais le personnage créateur, soit Victor Frankenstein, dans une expansion transfictionnelle, puisqu'on a vu qu'il était ramené à Bedlam par Walton. La reprise transfictionnelle contemporaine du savant fou, Victor Stein, va subir le même phénomène de disparition. Frankenstein disparaît de Bedlam dans un flash de lumière inexpliqué. Victor Stein disparaît également dans un passage en fait où il fait sauter toute l'électricité de la ville de Manchester, qui se retrouve dans le noir. Donc exit les deux savants fous. Le monstre disparaît donc du centre, au sens où l'on ne trouve plus son récit au cœur du texte, comme c'était le cas dans Frankenstein, mais il disparaît aussi littéralement parce que l'histoire, the story, est ainsi définie, je cite, "Story, a series of connected events, real or imagined, imagined or real, imagined and real." Tout comme la réalité est aussi constituée de fiction, la fiction réfracte la réalité.
Le cœur du roman serait donc le centre du labyrinthe pour les lectrices et il faudrait dès lors aussi envisager le roman comme un monstre. Yet, suppose my story has a life of its own. Et donc j'en arrive à ma troisième partie, métalepse et pacte de lecture. Winterson propose un pacte de lecture complexe que l'on pourrait rapidement qualifier de typiquement postmoderniste. Mais je ne pense pas que cette étiquette épuise le sens de Frankenstein. Le recours à l'intertextualité, qui est systématique dans le roman, montre par exemple que le roman tisse un lien complexe avec son lectorat. Winterson utilise beaucoup les italiques pour signaler ses citations, qui sont très diverses, allant d'Albert Camus à Shakespeare, en passant par Emily Dickinson, T.S. Eliot ou The Talking Heads. Mais elle brouille les pistes, car certaines s'inscrivent dans une forme de répétition avec variation. L'une des plus récurrentes est donc cet extrait du sonnet 53 de Shakespeare, et plus précisément les deux premiers vers, « What is your substance, whereof are you made, that millions of strange shadows on you tend ?» Mais le second vers qui évoque les ombres étranges est plus directement mis en relation avec Mary Shelley, sa part d'ombre, que l'on va progressivement être amené à associer à son roman et aux créatures qu'elle y fait naître. La part d'ombre, c'est ici à la fois la créature et Victor Frankenstein, une double part d'ombre en quelque sorte. Jusque-là, rien de remarquable. On reste aussi dans un recours à l'intertexte assez classique avec le poème de Shelley The Mask of Anarchy, écrit à la suite du massacre de Manchester, et j'en ai parlé tout à l'heure. Mais je reviens au chapitre clé du roman, le troisième, qui met en scène les poètes romantiques, parce qu'il est aussi le premier dans lequel vont se croiser les deux périodes temporelles, mais également des passages dont le statut devient bien plus problématique. C'est aussi le chapitre qui précède le cœur du roman, donc les épisodes à l'asile de Bedlam, où Mary Shelley rencontre son personnage. On y trouve une page, par exemple, qui donne différentes définitions de l'IA, suivie de deux phrases à la première personne, dont la fonction et l'émetteur restent inconnus. On lit une conversation téléphonique entre Paul Liddy et Roy Shelley, puis on a une scène qui se déroule en 1816 et qui met en abîme à la fois le processus de lecture et celui d'écriture. En effet, Shelley, donc Shelley Percy Bishop, il lit un extrait de son poème Alastor, or the Spirit of Solitude, publié en 1816, et on a donc juste avant cette lecture un Listen to him, qui précède donc la lecture et qui introduit immédiatement une réflexivité par la mise en abîme du récepteur. Mais je voudrais m'attarder sur l'ouverture de ce chapitre où on lit le passage du roman Frankenstein où la créature demande une compagne. Bon, c'est assez marrant parce qu'on retrouve les deux points de Denis, les demi-thèmes, comme tu disais tout à l'heure. Donc demande une compagne et qui se clôt sur la scène du sublime déconstruit où Victor retrouve le monstre qui lui demande d'écouter son histoire. Ce qui m'intéresse ici est d'abord que le lecteur est à nouveau placé dans la position de celui qui écoute l'histoire. Un récit que l'autrice est en train de composer durant cette période. Donc le passage commence ainsi. I am fearless and therefore powerful, citation du chapitre 20, juste après que Victor Frankenstein décide de ne pas faire la créature femelle. What, said Byron. A line, répond Mary. From my story. Shall I begin? Ce passage est précédé des remarques sur la circularité du récit et le fait que le sens est à trouver au centre, dans le récit de la créature, donc, qui correspond dans le roman de Winterson aux 4 chapitres se déroulant à Bedlam, que nous lisons ensuite. Le premier chapitre Bedlam est précédé d'un extrait qui décrit à la manière d'une brochure publicitaire les visites que l'on peut faire à l'asile pour y contempler le spectacle de la folie et qui évoque précisément les freak shows. Au centre se trouve donc bien le monstre. On trouve dans les 4 épisodes Bedlam et au cœur du roman la métalepse narrative. La mise en abîme de la lecture fait retour puisque le gardien de Bedlam lit le journal de Frankenstein que Walton lui a laissé. L'autrice fictionnalisée Mary Shelley y rencontre donc son personnage qui lui demande de le défictionnaliser. Je cite « unmake me ». Mary Shelley lui rappelle son statut de personnage. « How have you come out of the pages of a book ?» Mais Frankenstein souligne qu'il est le monstre qu'elle a créé et qu'en tant que créature fictive, il ne peut disparaître que si sa créatrice le libère. I am the monster you created. I am the thing that cannot die. I cannot die because I have never lived. I exist for all time unless my creator frees me. Et il parle d'ailleurs de our book.
Dans 2 des chapitres Bedlam, on observe aussi la répétition d'une interrogation qui renvoie à la métalepse. Am I the teller or the tale? Cette phrase est reprise par Ray Shelley dans l'expansion transfictionnelle lorsque Victor Stein parle de la tête cryogénisée de Jack Good dont il a numérisé l'esprit et qu'il entend ramener à la vie. There are passages of time that tell more like text than time. When you sense we are a story we repeat, or a story that is told. What did he say? The teller or the tale? I do not know. Revenons rapidement à cette tête coupée de Jack Good, elle aussi prise dans une ligne de fuite temporelle par l'évocation des têtes parlantes de Francis Bacon. Voilà, ce serait aussi Talking Heads. Bref, j'ai pas le temps, mais ça serait intéressant aussi à aborder. Irving John Good, pour ceux qui ne le connaissent pas, travailla aux côtés de Turing à Bletchley et participa aussi au développement de Colossus. Il est aussi connu pour son rôle de conseiller de Kubrick dans la création de HAL. Cependant, il est surtout connu pour être à l'origine du concept de la singularité technologique qui pose que la machine ultra-intelligente s'émancipera de son créateur. C'est une façon d'évoquer l'émancipation de la créature qui échappa non seulement à son créateur dans la fiction, mais est également devenue une icône de la culture pop qui, comme souvent, remplace l'auteur-créateur. Cette icône, une tête donc, souvent amputée de son corps, et ainsi dans le roman Frankenstein, est évoquée pour la première fois par Ray Shelley quand on lit « 1819, Frankenstein was a year old. She froze. I'm not following you. » Elle parle avec Claire à ce moment-là. « The novel Frankenstein, it was published in 1818. The guy with the bolt through his neck. More or less, I saw the TV show. » La métalepse permet donc d'abord de comprendre le fait que le roman est ponctué de phrases qui questionnent la nature de la réalité, à partir de la citation de T.S. Eliot, tirée de The Four Quartets, « Humankind cannot bear very much of reality ». Les variations sur la nature de la réalité sont liées à la porosité entre réalité et fiction, « the teller, the tale », qui recoupe celle entre vie et récit. « How strange is life, this span that is our daily reality, yet daily countermanded by the stories we tell. » Mais le roman dépasse ces dichotomies par la cyclicité et l'éternel retour. La chevalière à l'Ouroboros en est le symbole le plus évident, seule trace que Victor Stein laisse derrière lui. La fin du roman projette d'ailleurs le retour de la rencontre métaleptique entre créateur et créature, c'est les dernières lignes du roman. « Mary, he says, Victor, is that you? I turn round in the crowd, over there, is that him? Shall we begin again? The human dream. » Le roman proposerait donc un non-pacte de lecture qui inscrit lectoris, autoris, personnage, créateur et créature dans une transgression systématique des frontières. Donc pour conclure, je reviens sur la dimension trans, puisqu'on a parlé de transtextualité, de transfiction, de transgression, et sur peut-être la question d'une lecture trans ou d'une lecture hybride que je voudrais mettre en lien avec le féminisme de Janet Winterson, qui est l'une des facettes les plus saillantes de son œuvre. Le roman comporte bien une dimension féministe, avec par exemple le mythe féminin de la création du monde, cité par Victor Stein. On retrouve ce féminisme avec le dépassement des binarismes incarné par le personnage de Ray Shelley. On peut enfin mentionner la fictionnalisation d'Ada Lovelace, pionnière occultée par Babbage, alors qu'elle est la créatrice du premier véritable programme informatique. Mais il demeure un binarisme dont Winterson semble avoir du mal à se défaire. Et là, je vous avoue que je lui en veux un peu. Celui qui oppose culture populaire et culture savante. Il faut bien le reconnaître, les personnages de Ron Lord et Claire relèvent du grotesque, mais pas du tout au sens où Denis vient de l'évoquer, car ce grotesque ne renvoie pas à la créature. Ils relèvent donc du grotesque et de la caricature, alors qu'ils se font l'écho de cette culture populaire qui recycla et continue de recycler « The guy with the bolt in his neck ». Mais je lui pardonne parce qu'elle met aussi en perspective la nature construite de tous les grands récits. Je cite, « The language we use is our language, but the thought behind it is as old as language. » Ce que ce dernier roman loue avant tout est la fiction et son pouvoir politique, à l'instar de l'ultime note de l'autrice, « This story is an invention that sits in another invention, reality itself. » Je vous remercie.